Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Charles Danzig, écrivain et éditeur français, souvent récompensé notamment pour l'excellent dictionnaire égoïste de la littérature française que j'avais adoré, par le prix de décembre et le prix de l'essai de l'Académie française. Charles Danzig, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous y développiez alors dans ce dictionnaire égoïste de la littérature française votre vision de la littérature. Aujourd'hui, c'est une vision des théories. Alors je ne vous demanderai pas pourquoi vous avez écrit ce livre, je le sais. Vous abhorrez le monde mal rangé, vous avez déjà fait un tas de listes aujourd'hui des théories pour à nouveau ranger ce monde. Vous avez peur du chaos, Charles Danzig, que vous voulez à ce point lister et faire des théories de notre monde? Oui, je crois qu'il y a une espèce de panique en moi de voir le monde partir dans tous les sens, dans le plus grand désordre, sans intention, sans ligne. Et donc, je me dis de manière peut-être illusoire qu'il faut procéder à des classifications, et des classifications si possible un peu plus amusantes que, disons, la classification de Mendeleïev, vous savez, le savant qui avait fait les nos tableaux cours de chimie, nickel, Charles fer, Danzig, chrome, vous commencez voilà, par c'est nous ça. énerver là. Et je trouve plus intéressant et peut-être moins rationnel, mais plus raisonnable de faire, je ne sais pas moi, comme je fais une théorie des choses sinistres, où je dis que pour moi, dans les choses sinistres, il y a un croissant de la veille, les lavabos en plastique moulé des hôtels de chaîne, les rues à enseigne de franchise, vous voyez, enfin, des choses comme ça. Et ça me paraît, au fond, des classifications personnelles qui ne sont pas si déraisonnables. Mais peut-être que je me trompe en disant ça. Alors, il y a environ 96 théories dans ce livre, aux éditions Grasset, qu'il faut absolument dévorer parce que c'est jubilatoire et c'est évidemment... le verbe est beau chez Charles Danzig, comme toujours. 96 théories, mais c'est quoi une théorie, Charles Danzig, d'ailleurs ? Eh bien, une théorie, ça a un double sens dans la langue française et d'ailleurs dans beaucoup d'autres langues. Ça a le sens le plus connu qui est une proposition générale sur un sujet particulier. Voilà ce qu'on pense, comme je vous disais, une théorie des choses tristes, très bien. Mais ça a un deuxième sens aussi qui veut dire une succession de choses les unes à la file des autres. C'est-à-dire que si par exemple je dis il y avait pour arriver dans votre studio une théorie de voiture avenue Louise, ce qui je crois arrive souvent, ça veut dire qu'il y avait une série de voitures les unes derrière les autres. Donc, d'où mon titre qui veut dire qu'il y a une succession de théories et pourquoi pas une théorie sur les théories. Alors, vous n'imposez pas vraiment vos théories, vous relatez le monde en quelque sorte. Pourtant, vous faites un ordre. Est-ce qu'il a été réfléchi cet ordre ou est-ce que vous avez écrit chaque théorie un petit peu, je dirais, au hasard de vos réflexions, de vos rencontres, de la vie qui coule devant vos yeux ? Non, en réalité, ça a été réfléchi et le livre, que l'on peut lire d'ailleurs, comme la plupart de mes livres, dans le sens que l'on veut, et après tout, le lecteur a toujours raison, mais il y a un ordre réfléchi, et d'ailleurs, le livre est supposé se passer dans une journée, et c'est pour ça qu'il commence par une théorie des beaux vêtements, puisqu'au matin on se lève et on met ses vêtements, et il finit le soir par une théorie des couchers de soleil. Donc il y a un ordre raisonné, moyennant quoi, encore une fois, les lecteurs peuvent picorer et le prendre dans le sens qu'ils veulent. Alors c'est une réflexion, vous n'imposez pas des théories. Alors dans le sens théorie, donc on l'a compris, il y a il y a pléthore de quelque chose, de voitures comme vous disiez, puis il y a des théories qui font les règles de ce monde. Vous aimez ordonner le monde, mais vous n'imposez pas de théorie, vous n'aimez pas les théories qu'il faut suivre absolument. Non, je ne crois pas. Enfin, mes théories sont des propositions et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Quand je fais une théorie du désir, une théorie de l'amour, par exemple, ce sont des idées générales sur l'amour ou le désir et les gens en font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis à un certain moment que mon livre est une boîte à outils. J'ai horreur de l'idée de vérité dans les livres. Je ne pense pas que les livres aient à exprimer une vérité. D'abord, qui sommes-nous pour dire je détiens la vérité ? Ça me paraît presque du chantage. Mes théories sont simplement des propositions, c'est-à-dire voici ce que j'en pense et voyez si ça vous convient. Pourtant, vous les pensez universelles, ces théories-là, vous ne les imposez pas, mais visiblement elles parlent à beaucoup, on sourit en vous lisant, puisqu'on se dit « Oh mais oui, tiens, c'est exactement ce que je pensais » ou c'est « Oh, je n'y avais jamais réfléchi, mais oui, c'est juste ». Donc les choses que nous vivons sont quand même assez universelles.
Oui, vous avez raison. Je ne prétends pas à la vérité. Ce sont des propositions, mais si je l'ai écrit, c'est que je le pense et que je pense que ça touche en effet beaucoup de gens. Vous savez, mes théories ne sont pas, vous l'évoquez par vos exemples, mes théories ne sont pas abstraites. Elles sont nourries de choses que j'ai vécues, de choses que les autres ont vécues, de réflexions d'autres écrivains, de tous les temps et de tous les pays. Donc c'est quelque chose, je ne peux pas dire de charnel, mais en tout cas de très sensible. Ce n'est pas des théories abstraites. Non. Par contre, vos parties, hein, donc il y a des théories et des chapitres en théorie, mais puis il y a des parties que vous nommez fluide, satin, trompette, bouche, caresse, coffre. Ça a l'air désordonné. Est-ce que ça l'est? Et pourquoi? Non, en fait, j'ai voulu donner ces noms-là pour faire un effet de carte de tarot, pour éviter... Oui. En fait, ces titres-là sont des métaphores pour dire autre chose. Mhm. Et donc, derrière ces mots-là, il faut chercher le mot général que ces mots très concrets évoquent. Mais j'avais l'idée de déployer ça comme des cartes de tarot avec un petit air de mystère. Mais en réalité, ce sont des choses raisonnables avec des noms un peu mystérieux. Vous aimez les mélanges. Et Oui, en effet. j'ai lu dans la presse française que vos livres étaient un peu fragmentaires. On vous a comparé à Paul Valéry, bon, qui est une belle comparaison, cela dit, mais vous vous dites non, en fait. Hein, vos livres fragmentaires, c'est pas trop comme ça que vous les qualifieriez. En effet, enfin, je suis très heureux qu'on me compare à Paul Valéry, mais Valéry était réellement un écrivain de fragments qui publiait des fragments de ses carnets, enfin, en dehors de ses poésies, je veux dire, et de ses conférences. Moi, enfin, d'une certaine façon, je pense que personne n'est moins fragmentaire que moi. Tous mes livres sont raisonnés et liés. La chose qui peut faire penser que je suis fragmentaire, c'est la présentation quasi physique de mes livres, c'est-à-dire que, comme vous l'avez remarqué, vous qui l'avez entre les mains, c'est que je mets des doubles interlignes entre les paragraphes, ce qui peut laisser penser qu'ils ne sont pas liés. C'est que, d'autre part, je suis assez elliptique et j'évite les explications intermédiaires. Donc, je ne dis pas sans arrêt c'est pourquoi, et vous aurez bien compris que, parce que moi, je pense que les lecteurs sont intelligents et peuvent se passer d'explications et qu'ils ont très très bien compris. Je me suis fait un dicton à moi-même qui est, si je peux vous le donner, Oui. tu n'as pas besoin de dire que la baleine est grosse. Et ben voilà, mes livres, c'est ça, je ne dis pas que la baleine est grosse et je ne lis pas nécessairement toutes les parties, mais les liens sont assez manifestes, quoi qu'ils ne soient pas exprimés. Donc je ne suis pas du tout fragmentaire, je ne pense C'est à pas l'être. chacun de découvrir ce lien, alors, à chacun d'en faire son En lien, effet, finalement. en effet, en effet, en effet. Alors, C'est quelles exactement seraient ça. les théories que vous affectionnez le plus? Qu'est-ce qui revient le plus Toutes, puisqu'elles sont Mais évidemment, dans le évidemment. livre. Bah, c'est difficile de demander à l'auteur de choisir sa partie préférée, évidemment. Mais ce qu'elles ont toutes en commun et qui me plaît dans toutes, c'est que elles essaient d'éviter de regarder le monde de face. J'ai compris en écrivant ce livre ça. Moi, je ne veux pas regarder les choses de face parce que ce qu'on nous montre de face C'est trop dur. non, c'est pas ça, c'est ce qu'on veut nous faire voir. Regardez par exemple les affiches des politiciens quand ils se présentent en campagne, là ils sont de face, etc. Mais c'est très bien ce qu'on nous montre de face. C'est aussi, je sais pas quoi, ce que les curés montrent à l'église en brandissant des croix, etc. Moi, je pense qu'il faut toujours aller regarder de côté, par-dessus, par derrière, pour éviter de se faire piéger par ce qu'on nous montre de face. Ce qu'on nous montre de face, c'est l'habitude, c'est la coutume, c'est la tradition. Et mon livre est tout à fait contre les traditions. Je pense que chacun doit se faire une idée des choses et qu'il faut éviter ça, éviter de regarder de face. Et je pense que mon livre regarde tantôt de côté, tantôt par-dessus, tantôt par derrière, pour éviter de se faire piéger par les idées reçues. Peut-être ajouter au monde un peu de nuance, comme disent certains, avoir le courage de cette nuance, comme disait un de nos collègues Jean Birnbaum dans un de ses derniers livres à la rentrée littéraire de septembre. Remettre un petit peu de nuance dans ce monde, en le regardant de biais peut-être, oui. Oui, exactement. C'est ce que j'appelle quelque part dans mon livre une pensée moirée. Vous savez, comme la moire, le tissu qui prend diverses couleurs selon l'orientation qu'on lui donne parce qu'il est tissé d'une certaine façon. La vie est une moire et nous vivons un moment où, au contraire, de péremptoire, de manque de nuances, comme vous le disiez, où chacun tranche et hache. C'est évidemment beaucoup dû aux réseaux sociaux, mais pas seulement. Et moi, je pense que, et ce livre est aussi
aussi là pour ça, pour proposer quelque chose de moiré, qui peut être changeant, mais comme nous sommes après tout. Quelle est cette drôle d'idée de penser que les choses sont définitives nous-mêmes au cours d'une journée? Nous changeons d'avis, d'émotions, de sentiments. Donc, une pensée moirée nous ferait le plus grand bien. Mmh. Vous parlez des réseaux sociaux, effectivement, de plus en plus, on donne son avis, qu'on veut le bon, et sa théorie. Est-ce que vous pensez justement que chacun avoir sa théorie, l'affirmer sur les réseaux sociaux, ça mène au repli sur soi? Est-ce qu'il faut sortir de ses propres théories, les confronter à celles des autres? C'est pas évident, hein, et c'est pas vraiment ce que les réseaux sociaux nous offrent et nous donnent. Ah bah non, les réseaux sociaux, c'est un chenil, c'est-à-dire que les gens croient parler aux autres, mais ils sont tous amis avec des gens qui pensent la même chose qu'eux. Ils sont comme des Mmh. chiens dans un chenil à aboyer et à se conforter. Au contraire, dans leurs idées qui sont souvent rancunières, aigres, ils ne sont pas du tout ouverts aux autres. Ils sont enfermés dans leurs aboiements. Et ça, c'est une chose terrible. Ils sont pas. Quand on nous dit les réseaux sociaux sont une ouverture sur le monde, c'est la plus grande rigolade que j'ai entendue depuis très longtemps. Vous diriez comme Sartre que l'enfer, c'est les autres, finalement? Oui, parfois c'est nous, hélas aussi, parce que les autres, c'est fait de nous, mais il faut faire attention à ça. Il vaut mieux lire un livre que d'aller se plonger toute la journée sur Twitter. Oui. Alors, dans la théorie des îles, vous dites que tout homme est une île, homme, femme, on est toujours seul. Et que les nations, vous allez plus loin, vous dites les nations sont des organisations rationnelles de haine. C'est pas très engageant, ça. Et pourtant, c'est dans le chapitre baume. Mais quel baume voulez-vous nous mettre sur le cœur, Charles Danzig, quand vous dites qu'on est toujours tout seul et que finalement les nations sont haine? Eh bien, parce que je pense que l'individu en tant que tel est une grande chose et que aussi la solitude est une grande chose. Ça peut avoir l'air paradoxal, mais je crois que les plus belles choses sont faites dans la solitude. Mhm. La solitude, c'est pas la même chose que l'isolement. Pour autant qu'on l'accepte, alors voilà, l'isolement, il est imposé. Voilà, la solitude, voilà. il faut C'est l'apprivoiser. ce que nous avons vécu, vous très violemment en Belgique, mais nous Mhm. en France aussi, pendant les confinements. C'était un isolement, c'était imposé, nous n'avions pas le choix et c'était très pénible. La solitude peut être une grande chose si on la choisit. C'est à l'intérieur de la solitude, forcément, qu'on fait les plus grandes œuvres d'art. C'est, vous savez, l'amour est une solitude à deux. Personne n'est plus solitaire qu'un couple d'amoureux qui vient de se rencontrer, qui ne voit plus leurs amis, etc. La solitude, c'est pas si mal. Et moi, je pense que la valeur, enfin, j'aime pas le mot valeur d'ailleurs, mais enfin, l'individu a de grandes qualités en soi, qu'il est une île. C'est pour ça que ça vient dans cette théorie-là, et qu'il doit s'opposer à ces choses qui tentent de l'embrigader dans des groupes, que ce soit les nations, les religions, et il doit toujours tenter de se libérer de ça. Évidemment, c'est confortable de faire partie d'un groupe parce que ça peut rassurer, mais on y perd souvent son indépendance d'esprit. Est-ce que vous venez de parler de confinement? Est-ce que ce livre a été écrit pendant le confinement ou relu pendant le confinement? Vous y avez apporté des touches. Est-ce que finalement le confinement a influencé certaines parties ou l'écriture? Il a été écrit pour une des théories pendant le confinement, ou juste après, puisqu'il y a précisément une théorie des confinements dans mon livre et ce qui raconte la stupéfaction que ça m'a apporté de voir d'une part comment nous qui nous croyons si modernes, si avancés, si technologiques, l'Europe entière et le monde occidental a été mis à bas par un petit virus, c'est-à-dire une espèce de poux, quoi, rien du tout. On se pensait les maîtres du monde et tout d'un coup, tout a été arrêté. Et d'autre part, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les populations ont été si facilement plongées dans la servitude. Comment on a réussi à enfermer des pays entiers, ce qui ne s'était jamais produit, je pense. Moi, j'ai fait quelques recherches, par exemple, sous les pestes du Moyen-Âge, jamais la France entière, évidemment, la Belgique n'existait pas à ce moment-là, mais pour la France entière, au moment des pestes du Moyen-Âge, n'a jamais été confinée entièrement. On confinait un quartier d'Avignon, un quartier de Paris, la ville de Bordeaux éventuellement, mais tout un pays. Et la facilité avec laquelle notre société, qui se prétend une civilisation et qui se prétend libérale, a accepté d'être enfermée, a été pour moi une stupéfaction. Revenons au mot. Charles Danzig, vous aimez le mot ancien d'ailleurs, le mot que vous aimez torturer ou, comment dire, malaxer. Vous parlez par exemple, quand vous dites, on a l'habitude de dire les anciennes amours, donc mettre les amours au féminin quand c'est au pluriel, mais au singulier aussi. Vous mettez l'amour au féminin, au singulier.
Oui, Pourquoi? j'ai décidé ça parce que je trouve ça. Enfin, d'une part, dans le français ancien, jusqu'au début de la Renaissance, le mot amour au singulier était féminin. Vous trouverez des poèmes de la Renaissance où on dit une amour. Mhm. Et puis, la chose s'est abandonnée. On ne sait pas pourquoi, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi ce genre de choses s'abandonne et pourquoi on a décidé de le passer au masculin. Probablement, on pourrait lier ça à l'idéologie courtoise et au fait que les hommes ont pris le pouvoir sur les femmes. Les femmes étaient beaucoup plus libres au Moyen-Âge que maintenant, et ils ont décidé que l'amour leur appartenait, qu'il devait être du masculin, je ne sais pas. Mais je trouve ça plus charmant de l'avoir au féminin, une amour, parce que c'est plus doux. D'abord, ça a existé, donc je ne suis pas si inventif que ça, mais si je pouvais ressusciter l'idée de mettre le mot amour au féminin, ça mettrait un peu plus de tendresse dans le monde, je crois. Vous parlez aussi de votre téléphone et de son rapport amoureux. Quand on relit ces messages, vous dites on sourit souvent parce que il y a un petit quelque chose qui s'est fané comme ça. Est-ce que vous diriez comme Lord Byron, le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur et de la douleur encore? Oh, comme c'est beau, c'est dans quoi? C'est Lord Byron, je ne sais plus. Je l'avais Ah, c'est retenu là bien. comme ça et je suis allée revoir sur internet. Effectivement, c'est bien de Lord Byron, mais il faudrait aller C'est refaire très des recherches bien. plus Oui, profondes. oui, je pourrais dire la même chose. Quand on regarde ces SMS d'amour, c'est comme si on regardait un herbier, vous savez, avec des fleurs séchées, Oh, des les plantes herbiers, on n'en séchées. fait plus. On n'en fait plus On les n'en fait herbiers. plus. C'était formidable, oui. Eh ben, moi, ça me donne cette impression. Là, on regarde une petite fleur séchée qui a été vivante et on voit bien que ça a été une fleur, mais on comprend à peine. C'est très mystérieux, les anciennes amours. Alors là, je le mets régulièrement au féminin, mais c'est très. On, on ne sait plus ce qu'on a éprouvé dans une ancienne amour. On sait qu'on l'a éprouvé, mais on ne sait plus. Et, et c'est beaucoup plus éloigné de nous que, par exemple, je dirais, une ancienne haine. Oui, c'est Les vrai. haines sont plus durables, plus vivaces, mais une ancienne C'est amour, triste, d'ailleurs. c'est fini. Oui, bien sûr, c'est triste. Alors, par touche, ça et là, vous abordez aussi les minorités, comme dans le chapitre Théorie de l'ombre. Les ombres doubles, vous dites que celle des gays est double. Et ils ont deux ombres, celle du corps et celle de la haine qui couvre derrière eux ce que ne connaissent pas les hétéros. C'était important de remettre, de remettre de l'humanité dans les minorités, justement, par petites touches dans ce livre. Oui, c'était important à dire, et d'autant plus important, je pense, que depuis quelques années, je trouve que nous vivons un retour d'une violence extrême de l'idée majoritaire Mhm. où les gens majoritaires qui fantasment en pensant qu'ils sont persécutés. Enfin, on entend partout le mâle blanc hétérosexuel est Oui, persécuté. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont emmerdé le monde depuis 1000 ans. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et que quand même, on peut se permettre de dire que parfois ces gens-là ont exagéré, que on a vécu pendant des années, après 68 probablement, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ou peut-être même 5 ans, un temps où les minorités étaient beaucoup plus acceptées. Et maintenant, c'est fini. Regardez les discours politiques où on peut dire du mal sans discontinuer de certaines religions, Oui. des Arabes, mais même des gays, c'est quand même effrayant. Mhm. Et ne parlons pas des Juifs. Enfin, la parole s'est libérée. Je me rappelle, il y a quelques années, en France, quand Sarkozy était président de la République, on parlait de la droite décomplexée. Moi, je Mhm. préfère que ces gens-là aient des complexes. Oui, tout à fait. Ça vous effraie, ça, cette montée des haines en Europe, ce retour presque au Moyen Âge, notamment dans les groupes, on parle toujours des problèmes de fondamentalistes musulmans, mais il y a aussi les fondamentalistes religieux chrétiens, Mais cette comment? montée en Pologne, en Hongrie, de la haine de l'homosexuel, de la haine envers l'IVG, en tout cas des lois Bien comme sûr. ça, liberticides. C'est effrayant, c'est dû à quoi? C'est une perte de repères, une perte de mythes européens qui n'a plus cours? C'est-à-dire que pour les deux cas de la Hongrie et de la Pologne, je pense qu'on a affaire à des pays paranoïaques. Et qui plus est, qui ont vécu sous l'occupation soviétique et qui n'ont jamais été dénazifiés. C'est une chose Mhm. très importante. Quand la guerre a été gagnée, la Pas facile à dénazification, dire, ça, hein. pardon, oui, tant mieux d'ailleurs, Oui, c'est vrai. a eu lieu dans tous les pays d'Europe occidentale, mais pas dans ces pays-là, parce que quand l'Union soviétique est arrivée, dans ces pays, elle a dit c'est le communisme, c'est la vérité, nous avons été très bien, il n'y a eu aucune purge. Il n'y a eu
aucune réflexion sur ce qu'ils ont été. Et donc, on a affaire à des pays qui, par-dessus le marché, donc qui n'ont pas été dénazifiés, qui, par-dessus le marché, ont vécu effectivement sous une occupation communiste. Donc, ça a décuplé leur paranoïa et ils n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes et sur leur passé. Enfin, la Hongrie n'a fait aucun travail sur son passé pro-nazi, sur la façon dont les exterminations des Juifs ont eu lieu là-bas. Donc, ça s'installe assez facilement dans ces pays-là. Après, en Europe occidentale, si je peux écarter ces deux pays qui sont devenus quasi fascistes de l'Europe, c'est assez curieux parce que la France a l'air très mal en point, vraiment, quand on voit ce qui se passe et ce qui se dit en France politiquement, c'est d'une violence inouïe qu'on n'avait pas vue depuis excessivement longtemps. L'Italie a l'air finalement d'aller un peu mieux. Là, je suis très circonstanciel, mais il y a quelques jours, il y a eu des élections municipales dans toute l'Italie où on a vu un recul de l'extrême droite très très fort. En Allemagne, ça a été la même chose, où le mot immigration n'a pas été prononcé une seule fois pendant la campagne des législatives. Je ne sais pas pour la Belgique. J'ai un peu l'impression que certains partis flamands chez vous sont un peu déchaînés. Voilà. C'est plus difficile dans le nord du pays, en effet. Dans le sud, moins. C'est très curieux. Est-ce qu'il va y avoir... Je pense que le monde est cyclique et que les choses se passent de manière cyclique. Il y a des hauts et des bas, il y a des montées de fascisme et des baisses de fascisme en particulier, et que peut-être ça peut s'affaisser. Mais enfin, nous vivons quand même dans des temps populistes assez effrayants où tout le monde dit impunément ce qui lui passe par la tête. Enfin, vous le savez comme moi, on entend dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire dans une radio il y a encore 5 ans. Absolument. Restons dans l'actualité avec les Pandora Papers, parce que vous fustigez rapidement les milliardaires qui, en plus d'être milliardaires, sont moralisateurs. Vous dites aussi que ça ne date pas d'aujourd'hui, Sénèque était le premier milliardaire. Il nous donne en plus des leçons. C'est assez révoltant quand on voit tout ce qui se passe, notamment avec ces Pandora Papers, comme je viens de le dire, qui, tous ces paradis fiscaux, cette débauche de dollars, quand la majorité du monde crève misère. Cela vous révolte forcément, mais ou alors est-ce que vous vous dites, ma foi, c'est l'histoire de l'humanité. Regardez, du temps de Sénèque, ça existait déjà. Ça existait déjà, mais ça n'empêche pas que... C'est pas parce que le mal existe qu'il faut laisser passer le mal. Donc je pense qu'il faut surtout se moquer de ces gens-là. Enfin, quand on vient de découvrir, là, dans les Pandora Papers, que Tony Blair, le si vertueux Tony Blair, qui avait fait campagne pour le Parti travailliste en disant « la finance internationale se croit tout permis » et que lui-même utilise des paradis fiscaux pour acheter un appartement de luxe à Londres, c'est assez piquant et il faut le dire. Ce que je n'aime en particulier pas, et Tony Blair est assez comme ça, mais pas seulement lui, c'est que ces milliardaires-là sont devenus très hypocrites. Et leur hypocrisie se manifeste par leur apparence physique. Avant, il y a 30-40 ans, un milliardaire, un homme très 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 riche, avait vraiment une tête et une allure d'homme très 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 riche. Il avait un costume 3 pièces, il fumait un cigare. On le voyait, voilà. Voilà. Mais maintenant, nous avons, et je daterai ça, je peux me tromper, mais moi je date ça de Richard Branson, vous savez, le propriétaire de Virgin, de la compagnie aérienne. Et tout d'un coup, on a vu des milliardaires avoir les cheveux longs, s'habiller avec des chemises en jean, avoir l'air cool. C'est-à-dire qu'ils ont le beurre et l'argent du beurre. Ils ont les milliards. Non seulement ils ont les milliards, mais ils nous volent notre habillement. Et nos règles, nos morales, ils nous donnent des leçons. Oui, et ils nous donnent des leçons et ils publient. Enfin, c'est quand même effrayant de voir, simplement parce qu'on est milliardaire, Bill Gates avoir des idées sur les vaccins, mais qui est-il C'est un mouvement assez spontané, je pense, de ces gens. Comme ils ont réussi à faire des milliards dans un certain secteur d'activité, en général sans intérêt, les métaux, les conducteurs pour les ordinateurs, des choses comme ça, ils se croient fondés parce qu'ils ont réussi dans un seul domaine à donner leur avis sur tout. Je trouve ça stupide et dangereux. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera au bout de ce néolibéralisme outrancier ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas possible, l'effondrement va se passer ? Est-ce que la révolte va se faire ou ça mettra encore du temps ? Je pense que ça va mettre du temps parce que l'un des premiers virus qui s'est installé dans l'humanité
probablement chez l'homme préhistorique déjà, est celui de la cupidité. Et donc, c'est très, très difficile de se passer de ça. On a vu des crises insensées en 2008, au moment de la première crise financière, on pensait que ça allait se calmer, et puis finalement, pas un banquier n'a été emprisonné aux États-Unis, ça a recommencé de plus belle. J'ai un peu peur qu'on ait beaucoup de mal à sortir de ça, d'autant plus qu'entre-temps, ce que j'appelle le grand argent, c'est-à-dire les immenses puissances financières, sont devenues réellement excessivement puissantes et que les gouvernements, face à ça, ont peu de moyens d'action. Je suis assez pessimiste en réalité. Il y a un petit côté effectivement effrayant quand on voit aussi toute cette pandémie, confinement, où on se disait, bah voilà, le monde d'après sera différent. Et en fait, non, on replonge quand même fortement dedans et on repart vers, bah voilà, vers un métro boulot dodo et en tout cas une vie antérieure, presque pire. On s'est rendu compte en France il y a quelques jours, il y a eu un article dans Le Monde, alors que le gouvernement français, pendant toute la pandémie, disant on s'est trompé, on a fermé trop de lits d'hôpital, on va en rouvrir. Et bien, pendant la pandémie en France, on en a fermé 5500. Donc vous voyez comme le mensonge continue et comme effectivement... En même temps, il y a une chose pas mal qui s'est passée, c'est qu'il y a eu au moins un retour vers le livre pendant la pandémie. Les gens se sont remis à lire, les ventes de livres ont augmenté. Là, je ne parle pas de commerce, mais enfin, un livre, c'est un objet de pensée. Et peut-être que ça a un peu détaché les gens de l'esclavage des écrans. Il y a quelques jours, une ancienne employée de Facebook, comme vous avez vu, a témoigné devant le Sénat américain pour dire les horreurs que fait ce réseau social. C'est pour moi d'ailleurs un des hommes les plus néfastes, un équivalent du docteur Fu Manchu ou d'un méchant de roman populaire, c'est Mark Zuckerberg. C'est quand même inouï. Mais en une panne, il perd quand même 7 milliards, si j'ai bien lu, sur la nuit de panne de tous ces réseaux sociaux. Mais voilà, il lui en reste tellement. Il lui en reste 129, donc à mon avis, ça ira. Ça va encore. Mais de voir cette espèce d'homme psychorigide, enfin, on dirait presque le docteur Folamour dans le film de Kubrick. C'est vrai. C'est la psychorigidité incarnée, et en même temps, c'est effrayant parce que le gouvernement américain n'ose pas, comme le président Roosevelt l'avait fait en son temps, faire une loi antitrust pour démanteler ces groupes. C'est ça qui se passe, c'est qu'il faut des lois antitrust. Moi, je pense que si j'étais dictateur du monde, j'aimerais bien. Si j'étais dictateur du monde, on veut bien je ferais une loi antitrust et j'interdirais les référendums. Et puis, vous imposeriez la lecture chaque jour. Voilà, il y aurait lecture publique de poèmes de Baudelaire, de Verhaeren, d'Alfred de Musset dans les rues, et j'obligerais les policiers dans les rues de poser leur matraque et d'avoir à la place de leur matraque un volume de poésie en poche, et au carrefour, ils déclameraient des poèmes. Ça serait pas mal, ça. Ça serait superbe. Tout ce qu'on vient de dire, ça me fait penser une phrase de Groucho Marx. Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis. Il y a une phrase aussi très amusante de Noël Coward qui dit « La télévision est un endroit pour y passer, mais pas pour la regarder. » Fabuleux. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait. Nous sommes en radio, c'est quand même un média, voilà. C'est un média où on peut dire des choses plus sérieuses. On peut dire des choses, s'exprimer. Et puis, on terminait, parce que cette émission est quand même une émission vouée, dédiée à la laïcité. Est-ce que vous feriez un jour une théorie des laïcités ? Est-ce que vous pensez que la laïcité, de manière générale, permet ce vivre ensemble là et qu'il est important d'y revenir vraiment à la lecture et au vivre ensemble? Mais bien entendu, les gens ont trop de susceptibilité en matière de religion. C'est-à-dire leur religion est devenue quelque chose comme un organe supplémentaire pour eux. Ils ont l'impression que dès qu'on dit quelque chose sur leur religion, on leur marche dessus et on les piétine. Mais je crois que je dis quelque part dans mon livre que le mot religion est le mot le plus mensonger qui a été inventé dans la langue française. C'est-à-dire religion, ça veut dire relier, et tout ce qu'on a vu
en tout cas de la part des monothéismes depuis des milliers d'années, c'est que les religions divisent et créent des haines entre les gens. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Charles Danzig d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter ce soir. Je ne pourrais que vous conseiller évidemment la lecture de ce livre de Charles Danzig, Théorie des théories chez Grasset, merveilleux, qui se lit soit d'une traite, soit par petites touches, comme vous le disiez. C'est toujours un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Belle soirée à tous.